Sunday Production. Quand on pointe du doigt la fragilité de la vie, on a envie de tout faire pour justement la conserver. Et ça la colore, ça la met en relief. Et donc j'avais vraiment envie de me dire, il faut aussi te prendre en main, quoi. Tu t'es un peu négligé là-dessus. Tu manges pas très bien, tu fais pas de sport. Donc voilà, ça m'a fait un électrochoc et ça m'a fait aussi un bien fou psychologique en fait. Parce que faire de l'effort, retrouver une confiance en soi par le vélo. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Le 20 juin 2024 marque le début d'une aventure ultra ordinaire. Le départ de la Race Across France by Van Rissel, 7e édition. C'est bien plus qu'une simple épreuve de cyclisme ultra-distance, les anciens participants peuvent d'ailleurs en attester. C'est une célébration de l'endurance, de la camaraderie et de la découverte à travers les pays magnifiques de notre pays, la France, dans un périple épique à travers des kilomètres de route soigneusement sélectionnés par nos équipes. Quelle que soit votre distance, 2500, 1000, 500, 300, ou le nouveau défi nocturne de 200 km, chaque coup de pédale sera une étape vers des souvenirs inoubliables et des défis personnels surmontés. Un véritable point d'appui pour votre futur. C'est dans ce genre d'épreuve que nous découvrons notre véritable force intérieure. À tous les coureurs, à tous les participants, à nos précieux bénévoles, à tous ceux qui nous soutiennent, je vous souhaite une épreuve mémorable. Pendant 10 jours, nous vous présenterons un portrait d'un homme, d'une femme, qui a eu l'audace d'être au départ et j'en suis convaincu, vous soufflera à l'oreille à la fin de cet épisode, mais toi aussi, tu en es capable. Bonne écoute et à très bientôt. Je suis avec Grégoire Poidin aujourd'hui. Salut Grégoire. Salut, bonjour tout le monde. Eh bien écoute, merci de prendre quelques minutes de ton temps. Au moment où on enregistre, on est à quelques jours, on est à 2 semaines précisément du départ de la distance à laquelle tu vas participer. Donc Grégoire sera au départ de Race Across France 7e édition sur le 500 km en équipe de 4. Et ça va être la particularité très intéressante de comprendre le mécanisme, la sélection des coureurs. Est-ce que c'est une bande de potes, pas une bande de potes, voilà. Donc d'essayer de bien comprendre la mécanique, de nous raconter aussi, que tu nous racontes ton parcours. Mais justement, avant toute chose et afin de rentrer dans l'épisode, Grégoire, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je m'appelle Grégoire Poinat, j'ai 43 ans depuis très peu. Je vis à Montpellier, je suis originaire plutôt de la région lyonnaise et iséroise et je suis médecin, chirurgien urologue. Alors, la particularité, c'est que c'est ta première participation à une épreuve, toute marque confondue, je dirais, de cyclisme ultra-distance. Donc, bien évidemment, ça induit une première participation sur Race Across France. Mais est-ce que Grégoire, c'est un ancien cycliste dans sa jeunesse ? Pas du tout. Quand est-ce que tu es arrivé à monter sur un vélo ? Alors, dans la famille, on monte assez tôt sur un vélo parce que venant de l'Isère et ayant les grands-parents d'une part dans la vallée, de l'autre à la montagne, rapidement le challenge était de rejoindre Saint-Marcelin, Villard-de-Lans. Donc voilà, on se challengeait beaucoup. Puis après, on a beaucoup fait de sport pour ma part d'endurance quand j'étais petit. Voilà, surtout des crosses ou du fond et des demi-fonds. Et puis après, il y a eu les études, il y a eu un gros break. Et après, on a essayé de se rechallenger, de se remettre au sport pour retrouver un équilibre. Donc il y a eu 20 ans. En fait, tu fais partie des personnes qui ont répondu. Et un gros merci à toutes les autres qui ont répondu et qui ne sont pas sur le podcast. Mais tu as fait partie de ces personnes qui ont répondu à notre appel à candidature pour partager justement leur parcours. Et effectivement, tu as fait une pause. Et c'est une longue pause. Je ne sais pas si on peut appeler ça une pause ou une coupure ou même un arrêt de 20 ans. De 20 ans sans sport parce que, comme tu l'as dit, le travail, la vie familiale, tu es remonté sur le vélo il y a 2 ans, un tout petit peu moins de 2 ans, allez, on va dire quasiment 2 ans cet été, mais tu nous expliqueras tout à l'heure qu'est-ce qui t'a fait remonter sur un vélo. Et donc, tu es au départ du 500 et comment tu as eu écho de l'épreuve en fait, de ce que tu nous expliquais. C'est un ancien participant qui t'a parlé de Race Across France, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait,
C'est le club de vélo. Je fais partie d'un club de vélo plutôt orienté cyclo-tourisme que cyclo-sportif, qui a la particularité d'être, voilà, d'avoir des adhérents qui viennent un peu de tout horizon, y compris géographique. Et voilà, ben, l'idée, c'était ouais, de faire de l'ultracyclisme et revenir régulièrement. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me parle, l'endurance. Donc, on s'est motivé à quelques-uns du club du coup, à s'inscrire. À quel moment vous avez pris la décision, Grégoire? Ben, rapidement, en fait, cet automne, en fait. Oui, donc à l'ouverture des inscriptions, vous étiez déjà dans le projet. À la fin de l'année, en tout cas, il y avait déjà cette projection de Race Cross France cette année au mois de juin. Donc ça veut dire des entraînements qui ont été programmés. En tout cas, une approche totalement différente que des personnes qui peuvent s'inscrire un peu au dernier moment. Là, il y a vraiment on va dire une périodicité d'entraînement qui a été mise en place. Ouais, exactement. Bah, le club nous a aidés, mais c'est vrai qu'on s'est décidé assez tôt et pour bien profiter de l'événement, on s'est dit qu'il fallait être bien préparé, parce que c'est quand C'est même, une bonne décision. voilà, on pense que c'est quand même quelque chose qui peut vite mal tourner si on n'a pas tous les outils. Mais bon, du coup, ouais, dès cet hiver, on s'est entraîné à faire des sorties longues, à faire des sorties ensemble, à se donner des petits trucs les uns les autres, et voilà. Alors déjà, pourquoi une équipe de 4? Est-ce que c'est vraiment 4, vous êtes 4 potes et vous partagez comme ça plusieurs aventures, ou vous partagez vos sorties, vous vous êtes un petit peu challengés tous les 4 à se dire, allez, et si on faisait Race Cross France à 4? Comment s'est constituée cette équipe de 4 et quelles sont les personnalités qui sont avec toi? Alors, en fait, on est surtout trois avec lesquels on roule pas mal, en fait, donc deux autres, moi, et avec lesquels on a fait, par exemple, Montpellier-Bayonne, mais en étape. Et là, on vient de revenir ce week-end de Montpellier-Clermont, en trois étapes. Donc, on se connaît bien, on roule régulièrement sur des distances, bah, forcément beaucoup plus courtes, mais avec plusieurs jours d'affilée. Et puis, un jeune du club s'est montré volontaire, quelqu'un qui connaît bien le vélo, dont le vélo, c'est un peu le métier aussi. Voilà. Mais c'est une bonne de potes et on a pratiquement 10 ans d'écart les uns les autres. Ah ouais. 30, 40, 50 et je pense pratiquement 60. Mais je connais pas l'âge du plus âgé. Mais Ah, ouais. génial. Génial. Et alors déjà, est-ce que l'idée t'a traversé l'esprit de la faire en solo? Ouais. L'idée me traversait l'esprit, mais je pense que la partager, c'est sympa aussi. C'est peut-être une autre façon d'aborder, c'est la richesse aussi du truc, je pense. Mais de fait, d'une première épreuve, en fait, on cherchait aussi l'émulation pour les entraînements, pour les petits Ah, je trucs. comprends. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même. Alors, un, c'est pas le même effort. Deux, c'est pas la même manière de vivre. Enfin, les 500 km seuls ne sont pas du tout les mêmes que les 500 km en équipe de 4. Hein. Je parle pas du tout, là, je parle pas du tout de temps, de classement, quoi que ce soit. C'est la manière de vivre l'aventure qui est totalement différente. Après, c'est sûr qu'effectivement, tu n'es pas seul, tu partages des choses. Le seul point qui pourrait être. Alors, on va pas. Ouais, non, je dirais pas compliqué, mais qu'il faut gérer, c'est que tous les quatre, vous allez probablement pas être très très bien tous les quatre, et vous allez probablement ne pas être très très mal tous les quatre en même temps. Ouais, Et en fait, c'est cette différence qu'il faut vraiment gérer, mais si vous avez déjà fait des distances tous les quatre, bon ça je pense que vous l'avez déjà appréhendé. ouais, c'est ça, on a essayé un peu de travailler. Voilà, on sait que bah, on sera fixé au plus faible, en fait. C'est la chaîne à la solidité du maillon le plus faible. Donc on s'est bien dit, on s'est fixé un capitaine de route. On se dit qu'on va s'arrêter assez régulièrement, enfin tous les 50 bornes, on se dit qu'on ferait un petit check plus ou moins long. Et puis après, voilà, le but c'est d'arriver ensemble sans se blesser, en étant prudent et en sachant qu'on va être fatigué, donc on va être possiblement un peu plus à vif et qu'il faudra tenir le cap, quoi. Et les 500 km, bon, j'imagine que vous avez repéré un petit peu, en tout cas, répertorié le tracé GPX sur la collection Komoot, les différentes et potentielles difficultés, les moments où vous pourriez éventuellement vous arrêter. Et est-ce que tu as déjà grimpé le Ventoux? Ouais, ouais, j'ai grimpé le Ventoux plusieurs reprises. Là, ils l'ont refait il n'y a pas longtemps, moi j'y étais pas. Mais bah, en fait, on a une association aussi, l'association française d'urologie, a un événement chaque année où on grimpe le Ventoux pour récolter des fonds contre le cancer de prostate. J'anime un petit peu localement le truc en essayant de motiver aussi des patients. Et donc, bon, on l'a monté régulièrement du coup.
Bon, bah, par Malocène, c'est-à-dire que cette ascension du Ouais, Ventoux par Malocène, c'est une ascension que tu peux visualiser sans aucun problème, que tu ouais, c'est connais, que ça. tu as déjà fait. Et t'en penses quoi alors? Parce que j'ai encore eu le sujet, la discussion ce matin, avec un participant qui, lui, sera sur le 300, qui l'a fait une fois, mais par Bédouin, donc il ne se représente pas ce qu'est l'ascension par Malocène. C'est quoi ton avis, toi, Grégoire? Elle est plus difficile par Malocène ou elle est plus difficile par Bédouin? Bah, en fait, moi, c'est une association que j'adore parce que je trouve que c'est vraiment très beau. Et puis, les deux faces sont assez différentes. Ce qui est dur, Malocène, c'est qu'on a un moment une grande ligne droite là, entre 7 et Voilà, 10%. Et là, du coup, bah, tout à fait. on sait, on a d'emblée le waouh. Là, faudra durer. Mais moi, j'aime bien les deux. Franchement, je n'arriverai pas à les départager, mais c'est une ascension que j'adore parce qu'elle est mythique, parce qu'elle est très belle. Parce qu'il y a aussi pas mal d'autres cyclistes. Puis moi, j'aime bien monter. Donc, Ton profil, c'est plutôt grimpeur? ouais, mon profil, c'est plutôt grimpeur. Alors, pas dans des pourcentages extrêmes, mais ouais, jusqu'à 10%, ça me va très bien. T'es à l'aise? Bon, bah c'est bien. Quel braquet tu vas utiliser sur ce parcours? Alors, moi, j'ai un vélo qui est all-road un peu. Donc, c'est pas un gravel complètement, mais j'ai un pignon de 38 derrière. Donc, je peux vraiment mouliner. Bon, c'est bien. C'est important d'avoir aussi ce confort-là et de ne pas tomber dans une cadence de pédalage avec une inertie très très faible, auquel cas on se pénalise soi-même. Et comment tu t'es préparé pour ça? Parce que comme tu l'as dit, tu as un métier qui est quand même prenant. Comment tu t'es entraîné? Comment tu répartis tes entraînements dans la semaine? Alors, donc j'essaye de faire une sortie club, bah, soit le samedi, soit le dimanche. Donc on fait des sorties de entre 80 et 150. Après, et la semaine, en fait, j'essaye de faire sur home trainer, là, un à deux entraînements d'une heure et demie, voire un peu plus si je peux. Voilà, le soir. Des fois, c'est à 21 h, 22 h. Ouais, en fonction de ses contraintes professionnelles, ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est assez efficace. Enfin, moi, je trouve on peut travailler bien le cardio, ça défoule bien. Voilà, et j'ai pas de difficulté, moi, pour m'endormir après un effort. Derrière, ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut être la particularité, c'est de faire du Zwift effectivement très tard. Et des séquences qui peuvent être intensives, effectivement, pour trouver le sommeil parfois. Pour certains, ça peut être compliqué, mais comme tu l'expliques, pour toi, et pour d'autres, ça peut être, ça pose pas de problème. Et justement, quand on est un peu dans cette phase d'entraînement et de plage d'entraînement, comment tu arrives à concilier la vie professionnelle qui est très prenante, Ouais. qui est ta vie pro, et la vie personnelle et sportive? Comment tu arrives à concilier tout ça, surtout quand on a cet objectif, qu'on sait qu'on va avoir 500 km à faire en 40 heures? On ne maîtrise pas aujourd'hui encore les conditions météo. Voilà, on va s'approcher de l'événement, plus on aura une idée un petit peu plus précise, ce qui va avoir un impact sur la stratégie. Mais comment tu arrives à équilibrer toutes ces vies? Bah, c'est sûr que c'est un peu challenge. Bah, déjà, j'ai réduit énormément la consommation d'écran et de films et de trucs. Voilà, mes loisirs, c'est le vélo. Je fais pas grand autre chose. Sinon, après, c'est voilà, s'occuper du quotidien, de la maison, de tout ça. Mais j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont grands et sportifs, qui font aussi également 2 à 3 entraînements par semaine, avec mon épouse aussi. Donc finalement, voilà, eux, ils s'entraînent, ils font leur CrossFit. Moi, pour l'instant, je fais du Zwift. Et puis le week-end, bah, pendant qu'ils révisent ou ils font d'autres trucs, bah, moi, je pédale dehors au plein air. Est-ce que la famille sera au départ, sur le bord de la route ou à l'arrivée? Alors, au départ, probablement pas. Peut-être à l'arrivée, c'est en train de se négocier. C'est en train de se voir, mais normalement, oui, à l'arrivée, au moins ma femme. Et probablement pas les enfants, parce qu'il y aura le brevet pour le petit juste le lundi, et le bac est pas loin pour la grande. Donc, Bon, après, il y a le suivi live qui permet aussi de voir ouais. comment vous progressez à travers ce parcours. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'avais noté dans ce que tu nous avais partagé sur le document de l'appel à candidature, c'est ce que tu souhaites, toi, pourquoi tu es sur SE Cross France également et quel objectif tu t'es fixé. Alors, c'est le travail, c'est vraiment de partager un moment en équipe, hein, ce fameux défi, parce que être capable de terminer à 4, il y a une part de mental, hein, c'est-à-dire accepter de ne pas rouler vite parce que les autres sont un petit peu moins bien, mais accepter aussi d'être en dessous et de devoir être un peu en souffrance par rapport aux autres qui, eux, à ce moment-là, sont très très bien. Donc il y a ce défi mental que tu t'es fixé également, mais aussi de promouvoir le sport pour se rendre acteur de sa santé. Et ça, dans ton parcours,
L'aspect santé qui a touché ta famille, c'est quelque chose qui t'a fait remonter sur le vélo. Est-ce que tu peux nous partager ça? Ouais, bah, moi je crois beaucoup qu'on est les premiers acteurs de sa santé aussi bien psychique, qui est quelque chose aussi à prendre en compte, mais aussi physique. Et je pense que le sport, et notamment le vélo, c'est un très très bon sport, parce que ça lie des efforts d'endurance et des efforts aérobie, anaérobie, forts ou enfin à intensité élevée ou pas. Euh, Moi, dans ma famille, on a des soucis de cholestérol et de mort précoce d'infarctus. Donc, ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis, voilà, j'avais essayé d'arrêter des médicaments contre le cholestérol en me disant que en faisant du vélo. Bon, ça n'a pas eu forcément que l'effet escompté. J'ai dû quand même les reprendre malgré le régime et le vélo. Mais ça m'a fait énormément de bien psychique et physique. Et à titre personnel aussi, bah, je m'occupe de malades atteints de cancer et ma famille aussi également assez impactée. Et on a pas mal de données maintenant montrant l'importance de l'activité physique pour prévenir la maladie, pour pas qu'elle s'aggrave et pour mieux supporter les traitements. Et notamment pour le cancer que je suis beaucoup, pour la prostate, c'est vraiment fondamental. C'est, voilà, de pratiquer du sport, notamment quand on a des traitements anti-hormonaux, ça contrebalance énormément tous les effets secondaires attendus. Et voilà, souvent on dit prostate et vélo, c'est pas bon. Jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt l'inverse et largement. Ben, ça, c'est une question que j'avais prévu de te poser un peu plus tard, mais on va rentrer dans le sujet. Puis après, je reviendrai sur cette phase aussi où tu reprends le vélo. Mais effectivement, nous, on voit beaucoup de cyclistes qui nous expliquent quand ils sont en phase de faire de la longue distance comme ça, l'appui sur la selle leur provoque parfois beaucoup de douleurs, d'endormissement. Qu'est-ce que toi, tu peux nous partager de par ton métier? Alors, tu n'es peut-être pas confronté à ces problématiques-là, tu es peut-être sur un stade différent, mais est-ce qu'il faut que les cyclistes se préoccupent vraiment de la moindre douleur qu'ils peuvent avoir à la selle? Est-ce que ça peut avoir une répercussion grave? Qu'est-ce que tu peux partager sur ça? Ouais, alors c'est vrai qu'il n'y a pas énormément, enfin, il y a beaucoup de données sur cancer et activité physique, et en particulier vélo, qui sont plutôt en faveur de la pratique sportive. Après, la problématique de la selle, on en a quelques-uns, notamment ceux qui font plus de 10 000 km par an, on en a pris quelques-uns en charge dans le service, qui font des espèces de gros lipomes de la selle. Et ça nécessite parfois de la chirurgie. Eddy Merckx avait eu ça d'ailleurs, et il avait été opéré juste avant le Tour de France, et ça s'était mal passé. Mais ouais, je pense qu'en effet, il faut quand même faire attention. Je pense que c'est inévitable d'avoir certaines douleurs quand on fait de l'ultra-distance au niveau de la selle. Mais je pense qu'il faut être vigilant à pas se blesser trop profondément. L'anesthésie de la selle, je pense que c'est pas une bonne chose. Donc je pense que ça, quand on sent Il faut plus, tout on de est suite trouver une doué. solution. Ouais, il faut trouver une solution. C'est pas forcément évident, mais c'est peut-être quelque chose qui travailler la posture, travailler la selle, enfin le type de selle. Mais c'est vrai que moi, au début, j'avais une selle qui m'anesthésiait et je sentais pas l'urine couler quand j'urinais après. Ça, je pense que c'est quand même pas l'idéal. Ça signe quand même une compression importante avec une atteinte des nerfs. C'est pas souhaitable. Mais ça va plutôt être du registre fonctionnel. Ça va pas être très grave à terme. Ça devrait cicatriser. Mais ouais, la selle, c'est comme les pieds, quoi. Pour un coureur, je pense que c'est notre appui. Faut vraiment faire attention. Et qu'est-ce que tu as parlé de lipome, alors c'est intéressant hein, parce que j'ai vu pendant que tu échangeais justement, j'ai regardé un petit peu. Je pense qu'effectivement beaucoup de sportifs peuvent être atteints de cela. Est-ce que tu peux enfin beaucoup de cyclistes notamment, est-ce que tu peux nous partager ce qu'est le lipome et à quel moment il faut faire attention en fait, il faut s'en préoccuper. En fait, le lipome, c'est une tumeur bénigne, en fait, qui est liée à un accroissement de graisse sous-cutanée et qui va donner une grosseur au niveau du Pyrénées, donc dans la région entre les testicules et l'anus. C'est ce qu'on Euh, appelle, excuse-moi vulgairement, la troisième ouais, cocouniette en fait, c'est c'est ça. ça. Exactement. C'est le troisième testicule du cycliste. Voilà. Et ben, ça peut prendre une place importante et ça peut gêner vraiment l'appui sur la selle. Et ouais, donc des fois, on intervient. Moi, ce Ok, que je pense, c'est intéressant. qu'il faut faire attention à ça parce que bah, si ça commence à être trop gros, faut pas hésiter à consulter. Et voilà. Ok. Je profite de ton métier justement pour que tu nous partages des conseils. Ouais, Je profite de ça. J'aimerais revenir sur cet épisode où tu reprends le vélo. Alors, tu nous as parlé effectivement la santé, mais ce qu'il faut, et je pense qu'on peut le partager parce que tu nous l'as écrit, c'est que tu remontes sur le vélo en août 2022 parce qu'en juin 2022, on diagnostique un cancer du sein à ton épouse.
Et est-ce que là, ça a été un électrochoc? Parce que derrière, effectivement, il y a toute une prise en... Enfin, quand je dis toute une prise en charge, c'est toi qui as l'électrochoc, Grégoire, tu te prends en charge, Ouais, tu fais tes examens, tu vas voir un cardiologue, parce qu'effectivement, tu as des facteurs de risque cardiovasculaire, tu nous l'as expliqué, des infarctus dans ta famille. Suite à ça, tu perds 20 kilos, où tu te reprends en main au niveau diététique et sportif. Est-ce que ouais. ça a été un électrochoc? Ça veut dire qu'avant cette date-là, avant juin 2022, tu étais focus sur le travail, tu t'étais un petit peu mis de côté. Est-ce que ça a vraiment, en juin 2022, été un électrochoc pour toi? Ouais, ça a été un électrochoc. Bah, ça a été une phase difficile, douloureuse, mais j'ai essayé de le transformer en quelque chose de positif. Parce qu'à la fois, j'ai eu, bien sûr, le problème de ma femme. C'est une rechute, en fait, 10 ans après un cancer initial, où là, on était quand même très inquiet, puisque la maladie était assez avancée, avec des métastases un peu partout. Euh, et en fait, je me suis dit, bah voilà, maintenant, la santé, ça n'a pas de prix, en fait, finalement. Et quand on pointe du doigt la fragilité de la vie, bah, on a envie de tout faire pour justement la conserver. Et ça la colore, ça la met en relief. Et donc, j'avais vraiment envie de me dire, bon, bah, il faut aussi te prendre en main, quoi. Tu t'es un peu négligé là-dessus. Tu manges pas très bien, tu fais pas de sport. J'ai quelques frères sportifs qui me tannaient pas mal en me disant, il faut que tu te bouges. Donc voilà, ça m'a fait un électrochoc et ça m'a fait aussi un bien fou psychologique en fait, parce que faire de l'effort, retrouver une confiance en soi par le vélo, se rendre compte que son corps peut être aussi source de plaisir simple et sain, rencontrer des gens, parce que le vélo, en fait, moi, ça m'a permis vachement de rencontrer des gens. Je suis sorti de mon espace de confort, s'inscrire dans un club de vélo que je connaissais personne, rencontrer des gens extrêmement différents. Voilà, je pouvais avoir quelques petites appréhensions, mais en fait, j'étais super bien accueilli par la communauté cycliste et je me suis très bien retrouvé dedans, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, reprendre confiance en soi. Parce que j'ai sorti un épisode... alors au moment où on parle, c'était la semaine dernière. Maintenant, dans les épisodes, c'était le 308, je crois. Ou le 309, où en fait ce sont sept membres des armées françaises qui ont roulé la voie de la liberté, qui avait été ouverte, c'est bien le cas de dire, par le général Patton pendant la guerre et pendant le débarquement. Et en fait, dans ces 7 personnes-là, il y avait une personne qui avait été diagnostiquée, reconnue, blessée de guerre. Donc, et sa blessure n'était pas physique, mais sa blessure était psychologique. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui a participé à des actions et qui a vu des choses qui, après quelques mois revenu en France, ont ressurgi et ça a provoqué énormément de traumatismes. Et donc cette personne, eh bien, grâce à l'ultra-distance, effectivement, se reconstruit. Donc, c'est une personne qui participe soit en off avec des amis, ils vont faire des longues distances, soit sur des épreuves. Mais le cyclisme ultra-distant lui permet de se reconstruire et c'est pour ça que je rebondis sur le fait comme tu l'as dit, le vélo m'a permis de reprendre confiance en moi. Et il y a beaucoup de personnes qui sont au départ de Race Cross France, effectivement. C'est aussi quelque part pour se retrouver. Moi, j'ai de nombreux témoignages, notamment dans les capsules que l'on sort tous les jours. Je pense à Camille, qui est sur l'épisode numéro 2 de cette capsule, mais aussi Lee, qui est sur le 1000 km de femmes, qui nous explique qu'en fait, c'est hyper important d'être au départ d'une épreuve comme celle-ci, ne serait-ce que pour se développer encore un peu plus, quoi. Donc, je te rejoins parfaitement sur ça. Et si on passe sur le chapitre plus pratico-pratique, mais alimentation, sommeil, qu'est-ce que vous avez prévu tous les quatre? Déjà, est-ce que vous en avez parlé? Parce qu'au moment où est diffusé l'épisode, vous n'êtes pas encore parti. Vous partez dans quelques heures, mais est-ce que vous avez déjà calé des choses en termes de stratégie? Ouais, normalement, on va essayer de dormir. Le but, c'est d'arriver ensemble. On va pas courir forcément après le chrono. Donc oui, à mi-distance. Donc normalement, à la base de vie, on aimerait bien faire se reposer au moins 2 heures. Donc c'est Asso, c'est ça? Ouais, à saut. À la base de Vitso, après le Ventoux. Alors vous pourrez, hein, je le dis pour ceux qui sont sur le 500 km, à Malocène, il y a un ravitaillement liquide qui est là, donc vous pouvez vous réhydrater, vous arrêter quelques minutes sans aucun problème, mais la vraie base de vie pour dormir, on a décidé de la positionner après, parce que comme ça le gros morceau est passé quelque part logiquement, on a fait les calculs, et il y a même des participants, des coureurs d'ailleurs de Montpellier, qui ont reconnu cette partie Montpellier jusqu'au Ventoux. Logiquement, vendredi soir à 21h grand maximum, tout le monde devrait être passé au Ventoux.
tout le monde devrait être passé au Ventoux. Donc ce qui veut dire effectivement, vous allez dormir, repartir de nuit pour terminer samedi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça l'objectif. Et puis là, on va essayer de repérer quelques points ravitaux qu'on doit encore déterminer, pareil, en découpant par quart un peu le parcours. Tu connais les régions enfin les parties du parcours avant le Ventoux probablement, parce que c'est comme une Ouais, région dans laquelle tu es, mais après le Ventoux, ouais, les gorges du Verdon, mais pas par le côté touristique, par le côté, enfin c'est les falaises en face, hein, c'est la gorge d'en face, c'est ce que tu connais là? ouais, je connais bien. Ouais. C'est magnifique, hein. Ouais, je pars en vacances. Mes parents, ils ont un petit terrain et puis on fait du camping là-bas depuis tout petit. Et donc, voilà, bah, j'ai fait les boucles du Verdon il y a 3 semaines. Donc, c'est quelque chose que je connais bien. Ouais. Et Guine, tout ça, bah, ça va être magnifique, quoi. La Mescla, tout ça, la gorge de l'Arturbie, c'est magnifique. Ça grimpouille. Ça grimpouille quand Ouais, même. c'est vrai, c'est pas tout plat, hein. C'est-à-dire qu'une fois que tu es au sommet du Ventoux, ça ne descend pas jusqu'à Mandelieu, hein, je Ouais, précise. au-dessus des lignes là, de partir. Bon, mais c'est vraiment magnifique. Là, on va passer sur le Grand Canyon, donc Exactement. site exceptionnel français, quoi. Donc là, je suis content aussi de le faire découvrir à mes collègues qui eux ne le connaissent pas. Mais moi, je l'ai fait aussi cet été, un peu pareil en ultra distance. Là, j'étais parti du bas du Verdon pour aller tout en haut jusqu'à Castellane. Euh, Très sympa. Ouais, non, c'est vrai que cette partie, c'est aussi un petit peu notre promesse, hein, c'est de faire découvrir des régions de France qui sont juste magnifiques à un maximum de coureurs. Mais c'est vrai que le village Eguine dont tu parlais juste avant les gorges est stratégique. C'est-à-dire que je pense que début de semaine prochaine, on va prévenir en fait le boulanger ou les boulangeries du village, parce que je pense qu'ils vont se faire dévaliser, sachant qu'après, c'est un petit peu la traversée du désert, quoi. Ah ouais, ouais, après, il n'y a rien du tout. Ouais, ouais. Eguine va être passage du Tour de France cette année-là, je crois, hein. Ouais, exact, exact. Mais c'est un peu touristique, donc ouais, faut mieux prévenir. Ouais. Les boulangeries, c'est une magnifique vue aussi sur le lac de Sainte-Croix, Ah, Eguine. c'est superbe. Moi, j'avais fait la reconnaissance il y a 2 ans de cette partie-là. Il y a 2 ans, parce que l'année passée, on était déjà passé pour la boucle du 300. Donc, en fait, et même toutes les distances, mais on passait dans l'autre sens les gorges. Et je l'avais repéré donc il y a 1 an et demi. Et j'avais trouvé ça, mais magnifique, quoi. Magnifique. Les vues sur les gorges, beaucoup de participants vont probablement perdre beaucoup de temps pour des prises de photos, hein. Ah ouais, c'est ça. Je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de photos qui vont être prises à cet endroit. Puis la vue sur le lac, elle est juste splendide, quoi. C'est splendide. Ouais, c'est ça. Mais après, justement, c'est la traversée du désert. Après, il faut bien faire attention à l'eau, Ouais. parce que là, il n'y a rien. Et il y avait quelques restos je suis pas sûr qu'ils aient réouvert, parce que cet été, il y en avait pas mal de fermés encore. Ouais, Donc, il n'y a rien derrière, mais c'est très très beau. Grégoire, qu'est-ce que représente Race Cross France pour toi? Parce qu'effectivement, vous vous êtes inscrit très tôt en équipe, donc tu as pu voir tous ces échanges avec la communauté, les newsletters qu'on t'a envoyés, les informations. Qu'est-ce que ça représente pour toi, qui est un sportif accompli, hein? Tu fais du sport depuis tout petit, il y a eu cette pause, mais maintenant tu t'es remis de manière, sans parler d'intensité, mais tu t'y es remis de manière sérieuse. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est l'épreuve de l'année, c'est un passage, ça représente quoi? bah déjà, c'est l'épreuve de l'année. Et, enfin, je suis super content. Ça me fait un objectif d'entraînement, ça fait un objectif personnel, familial, pro. Donc c'est très sympa. Et, on espère qu'on va aller au bout. J'espère que c'est qu'une étape parce que ça me tente pas mal l'ultracyclisme. Mais j'espère qu'après, bah, je referai le 1000, le 2005, on verra. Mais c'était vraiment l'objectif de l'année, hein, clairement. Et, euh, et en reprenant ton profil, à un moment donné, tu nous marques et tu as eu une blessure avec des multiples opérations. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, j'ai été opéré. Enfin, j'ai eu une entorse grave du genou avec les ruptures de pratiquement tous les ligaments, avec un genou très très instable qui me permet toujours pas de courir en fait. Et cette blessure est intervenue comment? Elle est intervenue hyper bêtement, juste après le concours de médecine. J'étais pas du tout entraîné. Et en fait, c'est en jouant au foot. Il y a quelqu'un j'avais la jambe fixée, quelqu'un m'a taclé à hauteur du genou, et j'ai eu carrément, enfin tout a craqué quoi, et j'avais pas la jambe dans l'axe de la cuisse quoi. Ok. J'avais 20 à 30 degrés et tous les ligaments latéraux, ligaments croisés ont sauté. Et après j'avais une instabilité majeure, donc même marcher était compliqué pendant 6 mois. J'étais opéré, ça a été un peu compliqué, mais bon maintenant les choses sont un peu fixées, mais je peux plus courir.
Or, avant, je courais énormément. Mais tu n'as pas de... Ce qui veut dire que cette instabilité du genou, généralement, l'instabilité peut provoquer d'autres blessures ailleurs. Ça veut dire que, est-ce que ça engendre, l'instabilité du genou engendre-t-elle d'autres tendinites, douleurs, que ce soit au niveau du dos, au niveau de la cheville? Ouais, un petit peu, alors surtout la cheville, mais depuis le vélo, ça va beaucoup, beaucoup mieux en fait. Bon, j'ai été opéré, c'est plus avant en fait, avant l'intervention, ils ont refait un peu le ligament. Là, je pouvais, enfin, dès que je courais, je me refaisais des entorses, c'était impossible. Maintenant, j'ai été opéré, c'est stabilisé, mais je peux pas courir sans douleur et je peux pas courir sans avoir des petites entorses. Mais en vélo, j'ai pas de soucis tant que ça. Ok. C'est ça qui m'a fait du bien. Et au contraire, je vois que peut-être, je peux recourir en fait. J'ai pas vraiment retenté, mais je pense que vu la musculature autour du genou maintenant que le vélo m'a donné, c'est beaucoup plus stable. Et que disent tes collègues dans les services où tu travailles peut-être que tu n'en parles pas, mais aux personnes à qui tu en parles, qu'est-ce que ça représente quoi de faire 500 km? Euh, Ben, bon, ils savent que je suis un peu un fonceur dans tout parce que bon, au niveau professionnel, j'avais pas mal fait de l'ultra-distance aussi, on va dire. Donc C'est quoi, de par les ça, gardes, c'est ça? De par les gardes, de par les heures enchaînées? ouais, on les enchaînait. Maintenant, bon, il y a des lois qui nous empêchent de faire de l'ultra-distance de garde, mais à l'époque, on faisait du vendredi, samedi, dimanche. Des fois, on dormait 3 4 heures, surtout le week-end. Bon, fort heureusement, ça a évolué. Fort heureusement pour les gens et les patients et les médecins. Mais ouais, bah, ouais, ils sont toujours interrogatifs, quoi, de ça. Bon, maintenant, en fait, là, j'ai un peu, dans l'entraînement, j'ai fait Montpellier-Clermont d'une traite, là, de nuit, pour m'entraîner, pour voir un peu. Là, pas trop préparé. Et le but, c'est il y avait un week-end familial là-bas. Je me suis dit, bon, allez, on est à J'y un vais en mois de vélo. tenter. Et mais là, j'étais tout seul. C'était pour préparer aussi savoir rouler de nuit, ce que j'avais Bien jamais sûr. trop fait. Et alors, tes sensations? Ouais, super. On Ouais, a l'impression de rouler à 80 à l'heure, hein. ouais, c'est ça. Alors, on a l'impression de rouler un peu lentement. C'est vrai, quand on regarde la carte, en fait, on n'avance pas. Mais on est vachement sensible. Les sens sont en éveil. On Ouais, voit complètement. les petites bêtes, les odeurs, et on est tranquille. C'est-à-dire que de Montpellier à Alès, j'ai été dépassé que par 3 voitures sur un peu plus de 3 heures. Donc, ça, c'était super agréable. Mais oui, ouais, bah, ils sont toujours interrogatifs. Ils suivent un peu, ils ont suivi un peu l'entraînement, les collègues, etc. Après, c'est vrai que j'ai des collègues aussi qui font pas mal de trail, etc. Donc, bon, voilà. Bon, où est-ce qu'on peut te suivre, Grégoire? Est-ce que tu es actif sur les réseaux? Pas du tout. Est-ce que si des personnes qui nous écoutent se disent, ben, où est-ce que je peux suivre un petit peu les aventures de Grégoire? Comment ça se passe? Ouais, moi, je suis sur Strava, comme beaucoup. Après, non, après, je suis assez discret sur les réseaux parce que, bon, ouais, déjà, la médecine nécessite une discrétion. Après, ouais, j'ai un compte LinkedIn parce que voilà, je m'occupe de pas mal d'associations. Euh, du registre des tumeurs de l'Hérault. Donc ça, c'est une fonction bénévole et on a une très belle association dans l'Hérault qui répertorie tous les cancers pour pouvoir faire des données épidémiologiques et des alertes. Voilà, et je m'occupe aussi d'une association pour les patients en déficience intellectuelle qui ont des cancers. Donc ça aussi, j'essaye de sensibiliser les autres médecins, de récolter des fonds, de faire de la veille scientifique, de publier des articles, parce que la publication d'articles permet aussi d'avoir une rémunération de l'association. Voilà. Intéressant. Bon, bah, très bien. Très bien. En tout cas, les personnes qui veulent suivre Grégoire, eh bien, Grégoire et son équipe porteront le dossard 4503. Donc, si vous vous connectez sur le site racecrossseries.com, suivi live, eh bien, vous allez chercher le dossard 4503, Grégoire Poinat, et vous le mettez dans vos favoris. Puis comme ça, vous pourrez voir son évolution à chaque fois que vous allez vous connecter. Vous verrez, c'est très, très addictif. Et vous pourrez le suivre jusqu'à l'arrivée. Grégoire, on arrive sur la fin de l'épisode. Alors, j'ai 2 questions en une. C'est quel message tu souhaiterais faire passer? Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette aventure? Bah, le message, c'est garder toujours l'espoir, être toujours sur l'avant, quoi. La vie, c'est comme le vélo. Pour avancer, il faut pédaler, quoi. Faut pas stagner. Et après, ce qu'on peut me souhaiter, bah, plein de découvertes et plein de liberté par le vélo, quoi. Eh ben, c'est ce qu'on te souhaite. En tout cas, moi, je ne serai pas au départ du 500 parce qu'au moment où le 500 va partir, les 2005 et peut-être même que certains 1000 seront déjà arrivés.
Donc je serai basé à Mandelieu au poste de gestion opérationnelle. Donc écoute-moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve sur la ligne d'arrivée à Mandelieu et je serai là pour t'accueillir avec ton équipe, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Ouais, c'est très gentil. Merci. Et merci pour l'organisation. Merci à toi et puis bonne fin de préparatif et surtout belle aventure. Amusez-vous et on se retrouve à Mandelieu. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors cet épisode, il vous a plu ? Merci de partager l'histoire de mon invité à votre entourage. Par WhatsApp, c'est hyper simple, mais aussi sur les réseaux. Il le mérite, non ? Et en plus, cela permet au podcast de se faire connaître un peu plus chaque jour. Merci beaucoup pour cette attention et à très bientôt pour une nouvelle histoire vraie. La vôtre, peut-être un jour d'ailleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.